Bien, il y a quelques mouvements dans la salle et nous allons débuter néanmoins cette table ronde et vous avez, Monsieur le Ministre, lancé les éléments du débat. Quelques mots en préambule pour dire au fond le spectre de cette table ronde est à la fois large et restreint. Large parce qu'on va s'intéresser à la fois aux fonctionnaires mais également aux élus locaux. Restreint parce qu'on est sur les enjeux qui nous attendent, notamment en 2019. Et puis, je rappelle que finalement, toutes les lois de décentralisation et plus récemment les lois de réforme territoriale ont été accompagnées, mais toujours avec un temps de retard, et c'est bien normal, d'un volet sur la fonction publique. Dire aussi que tout cela s'inscrit dans un contexte qui est anxiogène, à la fois pour les fonctionnaires territoriaux et les élus. Réforme territoriale avec interventionnisme très fort de l'État ces dernières années, un contexte budgétaire que vous connaissez, d'autres éléments qu'on pourrait ajouter, hein, qui fait quoi, et puis des questions de responsabilité notamment pénale, mais qui sont moins prégnantes qu'il y a quelques années. Sur les fonctionnaires, Béatrice, tu nous l'as expliqué tout à l'heure, hein, c'est à la fois un cadre juridique et politique, avec le choix de la fonction publique de carrière. Et puis il y a eu beaucoup de mouvements de balancier, je pense notamment à 1987. Et puis des agressions, je dirais, régulières contre le statut dans les programmes politiques. On a aussi une petite musique depuis notamment 2007 qui dit finalement il faudrait réserver le statut au ministère régalien. Ça fait l'objet d'une proposition de loi qui a été oubliée en 2011, qui n'a pas prospéré. Enfin, pour ma part, j'appartiens aujourd'hui à un ministère qui est le ministère des Armées régalien, s'il en est, où 70% des agents sont des agents contractuels, mais pour des raisons bien spécifiques. Et puis, quelques instituts qui sont fait aussi la spécialité d'agresser la sphère publique. S'agissant des élus, il y a, on le sait, un malaise et quelques réponses, notamment il y a un rapport d'information qui a été communiqué par le Sénat sur l'exercice des mandats locaux en juillet dernier. Voilà. Monsieur le ministre, je retiens de votre propos 3 éléments. Une stratégie chaotique, des réformes annoncées imprécises, et puis, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, beaucoup d'incertitudes. Alors je vais demander à chacun et chacune de réagir, d'abord peut-être dans un premier temps au propos d'Anissa Leport. Alors je vous présente les différents intervenants si vous ne les connaissez pas. Donc, bien sûr, Marie-Lise Lebranchu, qui a notamment été ministre de la décentralisation et de la fonction publique de 2012 à 2016. Jean-Robert Massimy, qui est directeur général du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Le sénateur honoraire de l'Oise, Alain Vassel, qui est administrateur de la Fédération nationale des centres de gestion qu'il représente ici aujourd'hui. Et puis Jean-Jacques Bernard, président du centre de gestion 35, également vice-président mobilité de Rennes Métropole. Madame la ministre. Bien, merci d'abord de m'avoir invité. J'ai toujours, moi, un grand plaisir à écouter tous les intervenants que je salue, même si... Alors, j'ai loupé un petit peu au début, c'est un message pour le centre des congrès. Quand on tape itinéraire sur leur site web, on passe par Trémuson, puis par la gare, etc. Et voilà. Il vaut mieux faire confiance à ses souvenirs de géographie qu'au site web. Mais ceci étant, je crois qu'après Anissé-le-Port, c'est toujours difficile. Parce que c'est à la fois la performance des universitaires, on l'a vu, et puis d'une expérience qui n'arrête pas, puisque je pense que si si tout le monde travaillait autant qu'Anissé-le-Port sur la fonction publique, on aurait sans doute trouvé les solutions. J'allie à son travail lorsqu'il était ministre. Il ne faut pas oublier Jacques Ralite sur la fonction publique de la santé, parce que la dissociation du grade et de la fonction à l'intérieur des hôpitaux a été une révolution, et même qui n'est toujours pas digérée d'ailleurs, parce qu'on n'avait pas réussi, rappelez-vous, sur les médecins, à avoir un statut qui soit totalement bordé, et qui ne l'est toujours pas. Mais je ferme cette parenthèse. Moi, je voudrais vous parler de contexte, de ce que j'ai vécu très rapidement sur les points que vous avez cités, et de ce que j'entends aujourd'hui, très éloigné, bien évidemment, beaucoup plus éloigné des centres de réflexion, encore plus de décision. J'ai essayé de joindre un certain nombre, je le dis en toute fraternité pour eux, un certain nombre de personnes qui étaient chargées justement de cette rapport de perspective pour leur demander leur avis. Ce sont des personnes qui ne parlent plus et qui, me semble-t-il, ont dans la tête l'idée que le rapport n'existe
plus vraiment, que c'est derrière nous, qu'il ne faut plus chercher là la réponse à diverses questions. Et ça me renvoie à ce que j'ai vécu lorsque, après en avoir discuté longuement avec Anicet Le Pors, d'ailleurs en amont du texte, nous avons non pas réécrit le statut, mais enrichi d'un certain nombre de points. Je pense tout ce qu'il fallait dire, et c'était compliqué. Les universitaires nous ont, entre guillemets, alimentés à l'époque sur les conflits d'intérêts, sur la déontologie, sur la question de la laïcité. Donc il y avait vraiment, et sur droits et devoirs, et ce qu'est un fonctionnaire, y compris en dehors de ses heures de travail, on a essayé de passer ce texte, dire, y compris avec tout le respect que je dois à mes collègues du gouvernement de l'époque et au fait que je suis entièrement responsable de tout ce qui s'est passé, à l'arracher. À l'arracher parce que ce n'était pas une priorité. Et parce qu'au fond, flottait un petit air de vous allez fâcher une pensée dominante, vous allez fâcher certains élus locaux qui souhaitent embaucher eux-mêmes des citoyens de leur commune sur un certain nombre de postes, vous allez remuer des choses qui peut-être n'ont pas besoin d'être remuées. Ça a été un peu compliqué et tranché, heureusement, favorablement par le Premier ministre et le Président de la République. On a pu passer ce texte. Dans le même temps, on discutait de ce qui me semblait être extrêmement important, et je reviendrai sur la loi NOTRe, ce qu'on a appelé parcours professionnel, rémunération carrière, c'est-à-dire un protocole qui devait permettre une revalorisation de la fonction publique, parce que moi je pense toujours qu'un certain nombre de nos fonctionnaires sont, je le dis comme je le pense, sous-payés. Dans l'enseignement, c'est évident, mais dans bien d'autres ministères aussi, qu'il s'est créé petit à petit des différences à partir des systèmes de primes qui ne sont pas acceptables aujourd'hui et qui nourrissent justement les petites musiques négatives. Et donc, on avait cette négociation lourde, difficile, avec l'ensemble des organisations syndicales. Et effectivement, sur France Inter, un matin, mon collègue ministre de l'économie dit, en pleine concertation et recherche des 50% de vote pour PPCR, déclare que le statut de la fonction publique est inutile. Et c'est un personnage qu'on connaît bien, puisqu'il est devenu maintenant président de la République. Mais c'est vrai que le ministre de l'économie annonçant sur une radio écoutée que le statut de la fonction publique, c'est derrière nous, c'est archaïque, c'est un peu compliqué après pour ouvrir des négociations et obtenir les 50% qu'on espérait. Donc on pense que ça a été un moment d'histoire dans cette négociation. Je veux aller vite parce que moi j'aurais beaucoup de choses bien évidemment à dire, mais je veux dire tout de suite, vous avez parlé des influences d'un certain nombre d'instituts, entre l'Institut Montaigne et l'IFRAP, mais l'IFRAP en particulier, je veux dire, Verdier-Molinier, Madame Verdier-Molinier, c'était partout, tout le temps, et sur toutes les radios, et sur toutes les télévisions. Et moi, j'ai fait moult débats, et je voyais toujours arriver l'IFRAP. L'IFRAP est né des pensées de 47 à l'école de Chicago. C'est pas n'importe quel organisme de pensée, c'est pas n'importe quel think tank, comme on dit maintenant. C'est vraiment une idéologie, et bon, et c'est honorable. Mais ça devient la parole qui compte sur la fonction publique et la dépense publique. Et c'est vraiment, c'est insommant, quoi. Et on a beau essayer de dire, d'écrire parfois qu'effectivement on peut penser différemment, c'est difficile. Et je vais très vite. Moi, je voulais justement sceller le statut en même temps que la loi NOTRe. Alors la loi NOTRe, c'est une loi qui est partie d'une grande réflexion qu'on avait eue. Loïc Corret faisait partie des gens qui avaient essayé de participer à ça sur une loi programme de 30 articles qui a fini par 200 et quelques, qui a explosé en morceaux. Et les associations d'élus ne sont pas pour rien dans tout ça. Cette loi partait d'un principe, c'est que nous avions pris conscience enfin que la décentralisation que nous avons portée, que nous voulons renforcer, avait créé quelque chose d'inattendu, en tout cas dans les textes de commentaires, c'est la concurrence entre les collectivités territoriales. C'est-à-dire que la concurrence est devenue un élément important, c'est un fait, et moi je pense que la concurrence n'est pas une valeur, et donc j'ai essayé avec la loi NOTRe de faire passer nos collectivités dans cette décentralisation à laquelle nous tenons, de la concurrence à la coopération. Avec
si possible, des regroupements qui évitent ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est des espaces d'hyper-pauvreté, des espaces d'hyper-richesse. Et je le dis parce qu'en même temps qu'on discutait de cela avec un certain nombre d'élus locaux, et moi je pense, on en parlait en aparté avec Loïc Corret, que faire des communes-communautés, c'est permettre de revenir à des hyper-richesses et à des hyper-pauvretés. Il faut faire extrêmement attention. On peut être tous égoïstes. Je veux dire, tous les élus locaux sont des êtres humains qui ont envie d'avoir le meilleur budget possible. Et s'allier avec des communes pauvres, quand on est soi-même en bonne santé financière, ça peut être une difficulté. Et on voulait que les personnels soient garantis. Pourquoi ? Parce que moi, j'avais vécu des rencontres difficiles dans des zones où les choses se passaient assez mal en termes de services publics, parce que les moyens de recrutement n'étaient pas là. Et que du coup, le recours aux contractuels était extrêmement important. Animateurs, maisons de quartier, rues, tout ce qu'on peut connaître. Et je me suis dit à ce moment-là que ce qui manquait le plus, c'est la fonction publique territoriale assise sur, bien évidemment, un statut des droits et des devoirs, mais aussi une rémunération sur laquelle il fallait qu'on puisse discuter et une dotation globale de fonctionnement totalement folle et qu'il fallait réformer et qu'on n'a pas réformé à la demande de l'Association des maires de France. Et je pense que là, c'était une faute majeure. Bref, les fonctionnaires se sont retrouvés avec leurs élus à porter des choses qu'ils ne devraient pas porter. Donc, je ferme cette parenthèse parce que on n'a pas nous-mêmes réussi à avancer là-dessus. Les résistances ont été très fortes. Mais je reste persuadée que dans un contexte aussi dur, et j'aurais tellement de choses à dire que je m'embrouille un peu, mais dans un contexte aussi dur, aussi violent que celui que nous vivons aujourd'hui, ceux qui portent les valeurs de la République, ce sont les fonctionnaires. Et je pense que le statut, c'est la garantie fondamentale pour la République d'avoir non pas quelque chose à hauteur d'homme, mais d'avoir des hommes et des femmes qui portent les valeurs de la République et dont l'impartialité va être déterminante dans les équilibres des territoires dont on connaît aujourd'hui la violence des inégalités. Et moi, je pense que c'est ce prisme-là qui devrait nous conduire. Or, ce n'est pas ce qui se passe. Pourquoi le ministre de l'économie avait fait cette déclaration à l'époque ? Parce qu'il était à Bercy. Et à Bercy, l'obsession de la baisse de la dépense publique devient une obsession qui crée des impensés. On va chercher à tout prix, à n'importe quel prix, et je veux dire sans accompagnement pensé. On va chercher à baisser la dépense publique. Et comme on n'y arrive plus du côté de l'État, parce que l'armée a besoin de force, nous avons décidé tous collectivement de garder les OPEX. La justice, la police, toutes les grandes fonctions régaliennes vont assez mal. On supprime des postes au niveau de Bercy, dans sa globalité, mais on ne peut pas non plus aller plus loin que ce qui est fait aujourd'hui. Donc il reste quoi ? On regarde au loin, mais les collectivités territoriales. Et donc Bercy, moi, me recevait tout le temps. Je crois que j'étais sans doute la personne la plus appelée lorsqu'on préparait les réunions du samedi sur la stratégie de la dépense publique. On disait, il faut appeler le branchu, parce que c'est elle qui a le seul et unique moyen de faire baisser la dépense publique via les collectivités territoriales. Or, on oubliait les principes qu'on a rappelés tout à l'heure. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le secrétaire d'État en charge est secrétaire d'État du ministre des Comptes publics. Et c'est une faute majeure. Parce que ministre des Comptes publics, on n'est pas sur cette pensée à reconstruire de ce qu'est la fonction publique du XXIe siècle, avec les chantiers qu'avait proposés et que propose encore Anis et Le Pors, mais simplement sur une course à trouver des économies ici pour éventuellement faire des dépenses là. Donc je voulais juste dire ça. Je pense que le statut de la fonction publique est quelque chose d'extraordinaire en France. Moi, je me suis obligée à aller dans des tas de pays qui me demandaient d'ouvrir des écoles de services publics, de les aider. Et je leur disais statut, statut, statut. Lutte contre la corruption, on en parlait tout à l'heure. Mais aussi réorganisation, pensée. Ce sont ces groupes de personnes qui peuvent sans doute reconstruire des territoires. On en avait fait accord avec la ministre albanaise qui disait effectivement, je vais proposer ça, mais
pour des raisons diverses et variées, elle n'est plus ministre aujourd'hui. Bref, je pense que moi, ce qui me rend malade parfois, je le dis en tant que femme en retraite aujourd'hui, regardant les choses, c'est que ces clichés concernant les statuts, dans lesquels on se love, disait tout à l'heure Anicet Le Pors, je crois, ce sont des clichés qui sont en train de répondre à un phénomène populiste. Et comme on ne sait pas répondre à la difficulté des gens tout de suite, on leur dit, vous savez, si vous êtes en difficulté, c'est parce que d'autres ont des privilèges. Et à force de dire ça, on monte les gens les uns contre les autres, on ne pense plus, on ne réfléchit plus collectivement. Quand on veut aller vite, on est tout seul. Quand on veut construire, il faut être plusieurs. Et je pense qu'aujourd'hui, avoir ces clichés-là, ces oppositions-là, font que la fonction publique, malheureusement, comme les cheminots il y a quelque temps, eh bien, est en train de prendre cette image d'espèce de petit paradis feutré dans lequel tout va bien et dans lequel on est privilégié. Donc voilà ce que je voulais dire. Je m'arrête là parce que c'est suffisant. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que vous, comme d'autres, repreniez les chantiers de l'amélioration de cette fonction publique. Je pense qu'il y a des choses à faire, mais détruire n'a jamais, jamais permis de construire derrière. Il y a toujours un creux, et c'est difficile de remonter. Donc on ne détruit pas, on améliore. Et pour améliorer, il faut réfléchir. Merci. Puisqu'il y a beaucoup d'étudiants dans la salle, je leur redonne ce message sur les valeurs que porte le fonctionnaire et d'être fier d'être fonctionnaire. J'espère qu'ils vous ont entendu. Du côté du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, donc monsieur le directeur général. Oui, alors je vais réagir sur 2-3 éléments qu'a évoqué monsieur Le Pors, et notamment sur la notion de chaos méthodologique. Et j'allais dire, ce qu'il a dit, je l'ai vécu depuis 18 mois pratiquement par ma fonction, puisque aussi bien, on a parlé de CAP 22, donc la mission présidée par le PDG de Safran, Ross McInnes, etc., qui a finalement abouti à pas grand-chose. Mais parallèlement, il y avait Action publique 2022, parce qu'en fait, on a oublié qu'il y avait plusieurs actions parallèles. Et Action publique 2022 consistait, entre autres, à consulter par Internet tous les fonctionnaires et même tous les citoyens. Et évidemment, cette consultation, dont on n'a pas beaucoup parlé, parce qu'elle a été un échec total, a, je crois, eu 4 ou 5 000, j'allais dire, opinions écrites, et donc, en fait, ne disant rien d'important. Donc, CAP 22 n'a pas réussi, Action publique 2022 a échoué. Alors, il y a un troisième élément pour ce qui concerne la fonction publique territoriale, dont on ne parle pas beaucoup, enfin, dont on n'a pas parlé, c'est la Conférence nationale des territoires qui se surajoute à la réflexion sur la fonction publique territoriale et, disons, l'action publique locale. Et en fait, les réflexions auxquelles, effectivement, le Conseil sup a été mêlé, notamment son président Philippe Laurent, j'allais dire, on passait d'un sujet à l'autre. Dans un sujet comme CAP 2022, la territoriale était très, très peu considérée, ce qui est peut-être normal parce qu'il y a quand même d'autres enjeux pour l'État. En revanche, dans la Conférence nationale des territoires, là, il y avait une attention un peu plus soutenue aux problèmes de fonction publique territoriale particuliers. Mais il faut rajouter une chose dont on n'a pas encore parlé, parce que pendant que, j'allais dire, pendant les travaux, la vente continue, c'est un peu toujours ça en politique, et pendant qu'il y avait ces réflexions, le président de la République a annoncé la décorrélation du point d'indice. Et si vous voulez, ça a été, j'allais dire, un coup de tonnerre, non pas dans un ciel qui était serein, parce qu'il n'était déjà pas serein, mais si vous voulez, cette décorrélation d'un point d'indice a pris tout le monde de court. Parce que les syndicats, évidemment, ne la voulaient pas, mais on a
parfois fait croire que les élus locaux, en tant qu'employeurs, la voulaient, ce qui n'est pas du tout le cas. Parce que j'allais dire, la fixation du point d'indice par le ou la ministre de la fonction publique est une sorte de garantie de protection et de sécurité pour les employeurs. Et dire la décorrélation, c'est dire aux élus, maintenant vous allez être responsables et vous allez vous-même vous débrouiller avec cette fixation du point d'indice. Ce qui d'ailleurs posait des problèmes de méthode. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'avec Philippe Laurent, on a eu l'idée de dire, mais puisqu'il y a cette idée, il faudrait quand même que les employeurs s'organisent entre eux, donc toutes les associations d'élus, pour être capables de, pas forcément de résister, mais d'avoir une position commune sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, ils ont manifesté une position commune contre cette décorrélation. Parce que même si elle était prévue par les textes, qui la négocierait, avec qui, comment, quelles décisions, etc., etc. Donc, il me semble, je dis bien il me semble, parce qu'en fait, c'est une idée qui court toujours, que cette idée de décorrélation est abandonnée, mais il me semble, enfin, et là je parle sous l'autorité quand même de deux anciens ministres de la fonction publique, que si on supprime le point d'indice commun aux trois versants et à l'ensemble des fonctionnaires et à l'ensemble qui s'impose aussi à l'ensemble des employeurs, j'allais dire, il ne reste plus grand-chose de la fonction publique, parce que c'est évident que les statuts sont différents, qu'il y a des gestions différenciées entre l'hospitalière, la territoriale et l'État, et donc que le point commun absolu, j'allais dire le minimum, qui est d'ailleurs déjà un maximum commun, c'est l'unité du point d'indice. Si ça disparaît, effectivement, il n'y a plus de raison d'y avoir une fonction publique, puisque chaque employeur à terme pourra décider de ce qu'il en est du point d'indice. Et de fait, dans ce cas, on ne sera pas très loin de la logique contractuelle. Donc, il me semble que, pour l'instant, on a évité, je parle pour la territoriale, évidemment, cette logique de décorrélation, mais si demain elle se faisait, je veux dire, tous les autres discours sur le statut seraient peut-être marginalisés ou sans importance. Et donc je voudrais conclure, parce que c'est important et qu'il y a d'autres personnes, sur l'importance, effectivement, pour les employeurs territoriaux, d'assumer cette fonction d'employeur. Et on dit toujours que le statut est protecteur pour les agences, c'est clair et c'est évident. C'est aussi protecteur pour les employeurs, pour les élus locaux. C'est-à-dire que c'est une garantie, un socle, une référence objective, j'allais dire presque transcendante, mais de fait, elle est transcendante puisqu'elle a été décidée collectivement pour les trois fonctions publiques, et qu'en sortant de cette logique de statut protecteur, l'employeur va se confronter à des tas de sujets contractuels auxquels d'ailleurs, pour l'instant, j'allais dire, rien n'est prêt. Tout le monde croit que le contrat va simplifier les choses. Quand les contrats seront très très nombreux, c'est déjà d'ailleurs le cas, on n'est pas loin de 20%, si vous voulez, il est bien évident que les organisations syndicales demanderont une organisation des contractuels. Et demain, on arrivera peut-être, si ça se passe comme ça, à une logique de convention collective. Et une logique de convention collective, c'est aussi exigeant, et parfois plus, qu'un statut. Donc les employeurs eux-mêmes devront se prémunir contre ça. Donc on a un système qui fonctionne, parce que même si c'est améliorable, je pense que le statut fonctionne bien, puisque les services publics français sont quand même connus pour leur qualité. Je ne sais pas pourquoi, puisque ça, enfin, le statut contractuel ne fera pas forcément faire d'économie. Hein, il n'y a aucune garantie de ça. Il ne garantit pas la carrière, il ne garantit pas finalement un certain nombre de droits et de libertés. Donc pour l'instant, le contractuel, moi j'ai l'impression que c'est un mythe de plus
grande liberté pour les employeurs, mais cette grande liberté ne durerait pas longtemps si le système des contractuels se développait. Voilà, je ne voulais pas en dire plus. Monsieur le sénateur, demandez également de réagir sur ces questions d'enjeux et d'évolution. Merci. Je voudrais commencer par remercier Loïc Corret pour la qualité de l'accueil qu'il nous a réservé et d'avoir su rassembler de très nombreux auditeurs pour cette table ronde des différentes interventions. Et j'ai compris que c'était la 13e édition de cette rencontre. Je pense que ça va pouvoir inspirer la fédération et d'autres présidents de centres de gestion de pouvoir peut-être suivre cet exemple dans nos départements respectifs. Je voudrais également remercier le ministre Anicet Le Pors et puis Madame Béatrice Thomas-Tual pour leurs excellentes interventions, tout à fait pertinentes, tout à fait éclairantes. Et je me demande d'ailleurs ce que la table ronde peut rajouter à ce qui s'est dit précédemment. Et quand le ministre Anicet Le Pors s'interrogeait devant vous tous, il disait « Je ne sais pas répondre à un certain nombre de questions, mais la table ronde saura le faire ». Je crains qu'il soit très déçu, au bout du compte, des réponses que nous pourrions apporter, mais il a déjà eu quelques éléments de réponse par les interventions de Madame Lebranchu et également par Monsieur Massibi. Alors, qu'est-ce que je dois penser de tout cela en ma qualité de représentant aujourd'hui de la Fédération nationale des centres de gestion, en excusant l'absence de Michel Iria, qui aurait bien voulu être là à ma place. Il aurait certainement été beaucoup plus pertinent et incisif que moi-même, donc je risque de décevoir l'auditoire, mais il en est ainsi. Mais il y en a un qui sera là pour me rattraper si besoin était, qui est le président du centre de gestion de l'Ille-et-Vilaine. Alors, il faut se replacer, à mon avis, dans le contexte que nous vivons actuellement. Mais je voudrais dire au préalable qu'au niveau de la Fédération nationale, elle a réaffirmé d'une manière très nette et sans son ambiguïté son attachement au statut. Donc de ce point de vue, passé, il n'y a plus rien à voir sur ce sujet. Et sur le recours au contractuel, je pense qu'il n'y a pas d'opposition de principe, mais il doit y avoir inévitablement un certain nombre de garde-fous qui existent déjà. Est-ce qu'il faut aller plus loin? C'est la question qu'il faut se poser. Mais en définitive, pourquoi en sommes-nous là? Et il n'y a pas d'ailleurs lieu de s'en étonner. L'élu que je suis, maire d'une petite commune de 250 habitants, qui est en même temps depuis plusieurs années président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de mon département, qui est le département de l'Oise, ne s'étonne pas de la situation dans laquelle on se trouve à partir du moment où le législateur, d'une manière continue et répétée, n'a eu de cesse que d'affaiblir les communes dans leur pouvoir et l'exercice de leurs compétences. Lorsqu'on a décidé, de par des lois, d'agrandir les régions, de surdimensionner les cantons, de surdimensionner aujourd'hui un certain nombre d'intercommunalités, d'encourager la création des métropoles, d'encourager la création d'agglomérations en transférant des compétences essentielles aux collectivités et dans le même temps, entendre dans le discours de nos gouvernants successifs de droite comme de gauche qu'il fallait faire des économies, et les économies, ce n'est pas l'État qui les faisait lui-même, alors qu'il a un comportement particulièrement critiquable à partir du moment où il génère des dettes qui deviennent énormes et insupportables pour l'économie et pour la collectivité nationale, où le déficit ne cesse de progresser, il va atteindre les 100 milliards d'euros. Et on nous dit, dans le fond, ceux qui sont la cause de cette situation, ce n'est pas tellement nous, État, mais ce sont les collectivités territoriales. Et c'est là où il faut trouver les économies dont on a besoin, après avoir
réussi à faire progresser les équilibres des comptes en ce qui concerne la sécurité sociale, donc la politique de santé. Eh bien, vouloir aller dans cette direction de la part du gouvernement, il essaie de mettre en place tous les ingrédients qui y permettent de les atteindre. L'instabilité dans laquelle se trouvent nos collectivités aujourd'hui, à la fois sur le plan financier et sur le plan législatif, ces lois qui ne cessent de changer en permanence la donne au niveau des institutions, fragilisent nos collectivités et bien entendu, le gouvernement essaie de mettre à la disposition des élus un certain nombre d'outils pour leur permettre d'atteindre les objectifs que le gouvernement leur fixe. C'est-à-dire diminuer le nombre d'agents dans la fonction publique territoriale, diminuer les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire on demande aux collectivités de faire ce que l'État n'est même pas capable de faire lui-même et dont il ne montre pas l'exemple. Donc je suis assez critique à l'égard du comportement donc, de l'État et du transfert de la charge de la responsabilité auprès de l'ensemble des collectivités, quelle que soit leur taille, mais celles qui sont les premières pénalisées, ce sont les communes rurales, je le dis avec force. Et nous voyons petit à petit, au fil du temps, disparaître la proximité des services publics au niveau de nos collectivités. Et je ne suis pas certain que tous les dispositifs et toutes les mesures d'ordre réglementaire et législatif que les gouvernements mettent en place vont répondre à l'attente de nos collectivités, de nos concitoyens. Donc, ne soyez pas étonnés que les collectivités aujourd'hui fassent de plus en plus appel à des contractuels parce qu'ils sont dans une instabilité financière forte. Les dotations d'État ont diminué. Comment garantir aux fonctionnaires une carrière avec une rémunération à la hauteur de ce qu'ils sont légitimement en droit d'espérer dans le temps, à partir du moment où on nous demande de diminuer nos dépenses de fonctionnement et de réduire l'ensemble des moyens que nous mobilisons pour faire vivre nos collectivités. Alors il est vrai qu'en moyenne, les dépenses de personnel dans nos budgets, ça représente 35% des dépenses de fonctionnement. Mais dans les communes, c'est quand même 52%. 52%, ce qui n'est pas nul. C'est plus faible dans les régions et c'est plus faible dans les intercommunalités où c'est autour de 20%. Donc c'est un levier sur lequel on nous encourage d'agir pour essayer de mieux maîtriser nos dépenses de fonctionnement. Donc le recours aux contractuels, on a dit tout à l'heure, je crois que ça représente à peu près 40% donc des emplois aujourd'hui dans la fonction publique territoriale. Cela ne m'étonne pas et ce n'est pas une situation dont nous nous satisfaisons au niveau de nos communes et de nos collectivités. Donc, sans aucun doute, il faudrait réussir à retrouver le dialogue entre l'État, les associations d'élus, pour que nous puissions nous placer en perspective d'un avenir qui permettrait à la fois de garder le statut, de nous assurer les moyens de faire fonctionner nos collectivités avec des agents de qualité, tout en ne nous laissant pas dans une instabilité qui fait que le recours au contractuel est de plus en plus important. D'ailleurs, dans la loi sur la déontologie dont j'ai été le rapporteur, nous avions introduit à nouveau des dispositions qui tendaient à vouloir faire sortir les contractuels de la situation pour qu'ils intègrent donc la fonction de titulaire. Or, aujourd'hui, on est en train, par les mesures qui sont annoncées, de prendre le contre-pied de ce que nous avons voté il y a très peu de temps. Donc, que nous soyons très interrogatifs sur cette situation, je le comprends et je le partage. Donc, je crois que ce qu'il nous reste à faire, c'est de se mettre autour de la table avec le concours des universitaires et des chercheurs qui eux-mêmes peuvent nous éclairer sur les écueils que nous pourrions rencontrer en allant vers un dispositif qui veut se rapprocher de plus en plus du droit privé. Or, le droit public, comme il a été dit tout à l'heure, il est très protecteur et il contribue à une stabilité. Cette stabilité est utile à ce pays. C'est cette stabilité qui lui a permis certainement de faire face à des difficultés comme n'ont pas réussi à y faire face d'autres pays, soit de la communauté européenne, soit au niveau international. Merci, monsieur le sénateur. Finalement, vous aviez beaucoup d'éléments à nous apporter. Quand on parle du contrat contre le statut, il manque quelques éléments. C'est-à-dire que je crois qu'il faut aussi dire c'est un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée, renouvelable ou pas, et quel régime juridique, contrat de droit commun, contrat de droit public, parce que finalement, et déjà aujourd'hui, l'État permet à l'employeur public, aux employeurs publics, ce qu'il ne tolère pas de l'employeur privé.
C'est la réaction et quelques éléments aussi de réponse au président Jean-Jacques Bernard. Alors, c'est toujours un exercice difficile quand on intervient au bout d'une chaîne, parce que déjà, mon voisin m'a piqué mon introduction, parce que je voulais dire à Anis Le Port, effectivement, que l'exercice auquel il nous invitait d'éclairer ses propos était bien difficile, parce qu'à quelques mois d'intervalle, j'ai toujours autant apprécié la force de votre message, de votre discours. Et c'est vrai que vous disiez tout à l'heure qu'il s'en est passé des choses entre juin et aujourd'hui. Et probablement que si on avait tenu cette séance en juin, les propos auraient été différents. Pas forcément opposés, mais sensiblement différents. Alors c'est difficile aussi parce que je ne m'étais pas préparé à l'exercice, mais c'est avec beaucoup de plaisir que je réponds à l'invitation de Loïc. C'est mon manière aussi à moi de signifier mon amitié et dire que voilà, quand on peut l'aider, je pense que l'amitié et le travail en commun qu'on fait ici au niveau de la Bretagne entre CDG, c'est aussi un message par rapport aux forces que l'on met en commun, à la mutualisation de nos travaux au niveau des centres de gestion. Alors c'est difficile d'intervenir parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le Ministre, nous sommes dans une grande confusion. Une grande confusion et je me demande si dès le début de l'exercice, s'agissant de CAP 2022, les dés n'étaient pas un peu pipés. Alors comme je me suis préparé en quelques minutes tout à l'heure, j'ai eu la curiosité d'aller relire les 22 propositions. Donc j'ai été un peu distrait de temps en temps, vous m'en excusez, mais je voulais quand même avoir un propos qui soit un peu cohérent. Et je me suis attardé sur la dernière. Alors dans un propos, dans un récit, l'introduction et la conclusion ont tous les deux beaucoup d'importance, parce qu'on reste souvent quand même sur l'énoncé de la conclusion. La dernière proposition, la 22e, alors on est dans le département 22 et on parle de CAP 2022, et il y a 22 propositions. La dernière, je vous la lis, c'est faire payer directement l'usager des services publics. Quand on termine 22 propositions par celle-là, ça a du sens quand même. Ça a du sens et on se dit que on est là sur un sujet essentiel. Qu'est-ce que c'est que le service public ? Et quand je reprends aussi l'intitulé des conférences d'aujourd'hui, de cette table ronde, c'est quel statut, quelles compétences pour demain ? Mais quel service ? Quel service, et Alain Massel l'a dit à l'instant, quels moyens pour mettre en œuvre ces services ? Donc, encore une fois, je pense que les dés étaient pipés parce qu'on est rentré d'emblée, mais vous l'avez rappelé tout à l'heure, Monsieur le Ministre, la composition de ces équipes qui travaillaient sur le sujet était aussi révélatrice de ce qu'on attendait du contenu de ces propositions. Moi, je pense qu'on a aujourd'hui plus que jamais besoin de désacraliser Bercy. Je viens de vivre un exercice dans une autre casquette. Alors, je suis à la fois élu local, président d'un centre de gestion et aussi vice-président d'une métropole. Et Dieu sait si aujourd'hui on a cette tendance à opposer, parce qu'après qu'on ait connu un discours d'appel à l'apaisement, c'était pas si vieux, je pense que tout est aujourd'hui sauf apaisé. On oppose les métropoles au reste du territoire. L'exercice est un peu plus complexe que cela. Parce que je pense souvent, quand j'écoute certains territoires qui sont dans de grandes difficultés, qu'ils signeraient au coin de la table pour voir émerger une métropole, pour peu que le territoire ait les capacités à faire émerger une métropole. Donc, l'exercice est complexe. Mais enfin, je pense qu'il faut désacraliser Bercy parce que, je disais, je viens de vivre un exercice sur une autre loi où on a accompagné le cabinet de la ministre, c'est la loi d'orientation des mobilités, et j'ai été stupéfait du circuit qui nous a amené jusqu'à la proposition donc, faite par la ministre très récemment au Conseil des ministres, et du détricotage de tout ce qui avait été préparé avec une exemplarité en matière de consensus. Et ce détricotage, il a été tout sauf fait parce que la ministre n'aurait pas été pugnace. Elle était pugnace. Mais Bercy est passé par là et a sabré au fur et à mesure que les propositions étaient présentées. Donc voilà, on a une tutelle
et plus qu'une tutelle qui fait qu'il faut désacraliser. Et puis il faut, je pense, redonner de la vigueur, de la vivacité à la décentralisation. Alors elle n'est pas parée de toutes les vertus, parce que Marie-Lise Bonchu disait tout à l'heure qu'elle a produit aussi des effets parfois qui ne sont tout sauf ceux que l'on attendait. Mais enfin, tout de même, la décentralisation, 2022, donc on sera à 40 ans de décentralisation. Moi, je dis toujours à mes collègues, regardez dans chacune de vos communes, y compris les communes les moins favorisées, ce qu'était l'état des services publics il y a 40 ans, ce qu'était l'état de vos infrastructures en matière scolaire, en matière sociale, en matière culturelle, associative, et ce qu'on a pu faire en 40 ans. Alors certes, les moyens vont s'amenuisant, mais tout de même, refaisons confiance au local. Refaisons confiance au local, même s'il doit être sans doute adapté, et notamment s'agissant de la relation entre le bloc communal et le bloc intercommunal. Parce que là, on a aussi une attente citoyenne. La crise aujourd'hui, et on est tous concernés, quels que soient les territoires, à des degrés plus ou moins divers, donc exprimés par les Gilets jaunes, c'est aussi au départ, alors c'est une accumulation de choses, pouvoir d'achat sûrement, mais aussi regardons comment on a vidé les territoires des services publics. Parce que quand on dit faire payer l'usager des services publics, il y en a certains qui paieront moins d'eau, parce qu'ils n'en ont plus. Donc on a cette... Moi, je suis stupéfait, par exemple, j'ai été confronté en tant que maire à une bagarre, il y a seulement 15 ans, des banques qui voulaient tout racheter sur une commune qui faisait à l'époque 7000 habitants, y compris des fonds de commerce, de cafés, de restaurants, pour implanter leur agence bancaire. Et je devais me battre, et je me rappelle que j'avais dû utiliser une procédure qui n'était pas encore d'ailleurs consolidée, qui était le droit de préemption s'agissant des fonds de commerce. Et j'avais été un peu au bluff parce que les décrets n'étaient pas publiés. Parce qu'ils voulaient tout racheter et virer une boulangerie, un café ou un restaurant pour mettre leur agence bancaire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, ils déménagent les unes après les autres leur agence. Ce qui fait que moi, j'ai l'exemple d'une commune qui n'est pas si petite que cela, qui fait autour de 2000 habitants. Il y a quelques années, il y a moins de 10 ans, il y avait 3 banques, pas des agences, pas des permanences, de vraies agences. Aujourd'hui, il n'y en a plus aucune. Et quand on parle de mobilité, eh bien, non seulement il n'y en a plus aucune, mais il n'y a plus aucun distributeur bancaire dans cette commune, qui est une commune d'Ille-et-Vilaine de 2000 habitants. Et les gens doivent faire plus de 40 km aller-retour pour aller chercher des espèces. Donc, je crois que cette course à la rentabilité, on la ressent dans tous les domaines. Donc, ne confondons pas rentabilité et efficience, parce que, également, je pense qu'il ne faut pas qu'on soit fermé aux adaptations. Bien évidemment que le statut, y compris le statut, il y a sans doute à examiner, comme vous l'avez dit tout à l'heure, M. Vassel, des évolutions. Mais il y a un socle, il y a un cadre, il y a une garantie, il y a des valeurs qu'il faut conserver. Et ça, je pense que tu le rappelais tout à l'heure, s'agissant donc du document de la FNCDG, qui a été longuement débattu, notamment en juin, on rappelle qu'il y a ce socle et ce cadre. Et même si on doit, à mon avis, réfléchir aussi sur le fait que les candidats fonctionnaires ne sont plus les mêmes non plus qu'avant. Et qu'il y a parfois aussi une vraie demande de flexibilité. Moi, j'ai eu parfois à recruter, par exemple, des personnes en charge de l'accompagnement à la révision d'un PLUI. Eh bien, ils me disaient, je n'envisage pas de rester dans votre collectivité, voire même peut-être pas dans la fonction publique territoriale quand je remplis ma mission. J'ai envie ensuite de voir autre chose, peut-être de retourner dans une agence d'archi, peut-être de retourner dans un bureau d'études. Il y a aussi une appétence différente. Puis je terminerai sur un dernier point, c'est on vient de vivre année après année, mais mois après mois, ça s'accentue aussi, ce qui s'appelle le fonctionnaire bashing. Je vous garantis que ce fonctionnaire bashing, il produit des effets catastrophiques. Je ne pense pas qu'il y ait ici un président de SODEGEStion, un directeur, voire un maire employeur qui me contredise, sachant actuellement la baisse d'attractivité qui se mesure chaque jour s'agissant de la fonction publique territoriale. J'en veux pour preuve le concours d'attaché, qui est un concours symbolique avec beaucoup de candidats,
et puis attaché quand même, c'est qu'une fonction spécifique, eh bien, on constate année après année, enfin du moins concours après concours, une baisse vertigineuse des candidatures. Lorsque l'on propose des formations, et vous êtes nombreux dans la salle, s'agissant des licences professionnelles, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on peine parfois, qu'il s'agisse des licences des métiers d'administration, qu'il s'agisse des licences des métiers techniques qui produisent pourtant des effets formidables, puisque la quasi-totalité, dans un délai très court des étudiants, trouvent un travail de titulaire. Eh bien, aujourd'hui, on rame pour faire en sorte que l'on puisse avoir un nombre suffisant de candidats. Ça vient, fonctionnaire bashing aussi, en corrélation avec l'élu bashing. Ce qui m'a marqué au dernier congrès des maires, c'est presque le fatalisme des élus, mais le mouvement de colère par rapport à ce qui a été ce fonctionnaire bashing, notamment caractérisé par, ça a été le summum, le fameux balance ton maire, la libre administration des collectivités locales, ça a été rappelé tout à l'heure, mais je pense que c'est un principe que beaucoup ont oublié. Donc je crois que c'est quand même aussi une passe où en même temps, à la fois les élus, à la fois les fonctionnaires, sont systématiquement matraqués par les médias. Alors, Maryse Banchou évoquait tout à l'heure aussi quelques références qui viennent toujours dans tous les débats pour dire tout le mal qu'ils pensent de la fonction publique, des services publics, ça coûte cher, etc. Donc je crois qu'on a du boulot pour renverser cette tendance-là. Donc il faut aussi, je pense, redonner de la confiance. Alors j'ai vu quand même que la proposition numéro 18, c'était améliorer le partenariat entre l'État et les collectivités. Ben, il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot pour atteindre la numéro 18. Mais je pense qu'il faut quand même qu'on soit optimiste, parce qu'on est ici dans un centre de gestion, on est ici en Bretagne, et la mutualisation, c'est pas un gros mot. Hein. Et la recherche de l'efficience, c'est pas la même chose que la rentabilité, parce que dans les services publics, c'est aussi un objectif qu'on peut partager. Et on sait combien la Bretagne est citée souvent en exemple pour sa capacité à travailler ensemble. Ensemble sont les élus, mais aussi, je pense, tout l'apport, vous le disiez tout à l'heure, des chercheurs, des universitaires. Je pense qu'on peut aussi s'appuyer sur ce socle qui est notre capacité à travailler collectivement. On voit les communes nouvelles, effectivement, qu'en Bretagne, ça a bien pris. On voit que les intercommunautés également, on a couvert très tôt en Bretagne l'ensemble du territoire breton, s'agissant des pays, des intercommunalités. Je pense qu'on a un temps d'avance, et je pense que des journées comme celle-ci, ça nous permet aussi peut-être de nous redonner collectivement un peu de morale, un peu de tonicité, parce que moi, c'est ce qui m'a vraiment surpris, je vous dis. J'ai vécu sans doute une vingtaine de congrès des maires, et au sortir de celui-ci, j'avais l'impression que les gens étaient fatalistes, qu'ils en avaient tellement pris au fil des mois et des années. Enfin, j'ai été vraiment surpris de l'ambiance. Donc, des rencontres comme celle-ci, on a cette chance de réunir, je disais, des universitaires, des parlementaires, des ministres. Je pense que c'est l'occasion aussi de repartir un peu dopé. Et puis l'intérêt d'échanges comme cela, c'est aussi qu'il y a derrière les ateliers, et que les ateliers, ça permet l'échange, parce qu'on a plus que jamais besoin aussi d'échanges, parce que, voilà, quelles que soient les motivations des mouvements d'aujourd'hui, c'est pas forcément non plus ceux qui crient, qui ont la vérité sur tous les domaines, même si effectivement il y a aujourd'hui une vraie problématique, et les CDG sont là, je pense, pour être les garants aussi de cette équité territoriale. Je dis toujours, et je terminerai là-dessus, attention à faire en sorte qu'on ne reconstitue pas des chapelles avec les intercommunalités, avec des moyens différents pour les uns ou pour les autres. J'en veux pour preuve le fait qu'il y a beaucoup de tentations, et je pense que le président Vassel partage mon propos, parce qu'au niveau de la FN, on l'a souvent, alors même qu'on a des centres de gestion, on essaie de mettre à disposition ce qu'on appelle des tiers de confiance, avec des expertises, avec des services très concrets, missions temporaires, ici au CDG 22, au CDG 35, on sait ce que c'est. Eh bien, il y a la tentation de reconstituer des mini-CDG au niveau des intercos. Mais on sera tous perdants à l'arrivée, parce que le vivier, il n'est pas inépuisable, parce que je disais tout à l'heure, l'attractivité, elle s'effiloche. Donc, faisons en sorte de s'appuyer sur ce qui existe, sur ce qui fonctionne, plutôt que de repartir chacun dans des chapelles.
Bien, merci pour ces explications. Il y a à la fois des éléments d'optimisme et d'autres. Je crois que vous avez abordé la question. J'espère qu'on y reviendra sur la situation des élus locaux, parce que manifestement, il y a un malaise. Pour terminer ce premier tour de table, Béatrice Thomatual en réaction également. Merci. Deux remarques. D'abord, une interrogation. Lorsqu'on parle de contractuels, de recours aux contractuels, on a abordé le thème, est-ce que ce seront des contractuels de droit public ou des contractuels relevant du droit privé, autrement dit du Code du travail? Je sais pas, vous avez déjà vu un Code du travail? Donc, si c'est pour une simplification, je vous souhaite bon courage. Après, c'est vrai que derrière le Code du travail, il n'y a pas que cela, il y a les conventions collectives, on en a parlé. Donc ça aussi, c'est un autre instrument. Donc ce n'est pas forcément beaucoup plus simple. Donc, mais c'est quand même une interrogation, la place du droit privé dans le service public, etc. Donc ça, c'est une question. Et puis, je voulais revenir sur l'attractivité. La question de l'attractivité, la baisse du nombre de candidats au concours, et vous parliez du concours d'attaché territorial. Moi, je me mets à la place d'un jeune, 20 ans, enfin 22, 23. Il va commencer, il va avoir son master ou pas. Est-ce que je vais me dire, est-ce que je vais préparer pendant 1 an la préparation à un concours? Je vais mettre 1 an de ma vie pour préparer un concours, alors qu'on me dit, les médias, tout le monde me dit que de toute façon, dans ma carrière professionnelle, aujourd'hui, je vais changer 2, 3, 4 fois, que la retraite, ben, ma foi, déjà, même moi, je ne sais pas ce que je vais avoir, alors vous imaginez le jeune de 20 ans. Donc du coup, et qu'en plus, on utilise de plus en plus le contrat. Donc il va trouver un emploi, un contrat, que ce contrat peut se transformer en CDI, qu'il va pouvoir négocier ou pas, ça va dépendre aussi de sa place dans la hiérarchie. Donc, ce n'est pas étonnant, parce que, pour passer un concours, c'est beaucoup d'efforts. Enfin, je pense que ceux qui ont passé des concours savent que c'est beaucoup d'efforts. Ce n'est pas facile de passer un concours, ce sont des étapes, comme vous le savez. Donc, bon, après tout, pourquoi pas un contrat, finalement, c'est beaucoup plus simple. Après, c'est une vision à court terme. Mais comme le long terme ne leur est pas assuré de toute façon, pourquoi pas? C'est un pari, et ils vont le faire. Donc moi, je ne suis pas étonnée qu'il y ait une baisse de candidats au concours. Et pourtant, Dieu sait que je pratique des concours. Après, l'autre point, j'ai lu aussi dans une étude qu'un contractuel catégorie A coûtait 1,52 de plus qu'un fonctionnaire catégorie A. Donc, ce n'est pas moins cher de recruter un contractuel de catégorie A, je ne dis pas catégorie C, mais de catégorie A. Et l'autre chose qu'on n'a pas abordée aussi, c'est toute la question des emplois fonctionnels. Et je pense que parmi vous, il y en a qui occupent des emplois fonctionnels dans la fonction publique territoriale. Donc ça, c'est un point aussi important. Mais bon, on n'a pas le temps. Merci Béatrice. On a parlé des fonctionnaires, on a parlé des statuts contre contrat. Puis aussi, pour rejoindre ce que tu disais, il y a certains métiers, je pense aux métiers du numérique, aux métiers du développement économique, ou les voies d'accès, je pense aux écoles de commerce. Eh bien, même les candidats eux-mêmes ne souhaitent pas passer des concours, veulent plutôt être sur des missions, sur des contrats à durée déterminée. Voilà, tout ça pour dire qu'on n'a pas beaucoup parlé des élus locaux. Ça fait aussi partie du spectre de cette table ronde. Et manifestement, il y a un malaise au regard des intentions de certains d'entre eux pour les prochaines municipales de 2020. Madame la ministre. Il y a un malaise. Ça marche? Ouais. Il y a un malaise qui n'est pas récent. Donc on a essayé avec Françoise Descancrenier, avec vous, avec toutes vos organisations, de réécrire le statut des élus, et au moins de penser sécurité sociale, retraite. Parce que enfin, moi, je suis maintenant en retraite. Ma génération a eu de la chance. Mais c'est vrai que l'élu qui a un travail à plein temps ne peut pas gérer correctement une commune, fût-elle petite commune dans une interco. C'est quasi impossible.
Et l'élu se retrouve dans le fonctionnaire bashing, élu bashing, etc., tous pourris, enfin tout ce qu'on a pu entendre. On n'ose pas. Moi, je me souviens d'un sénateur qui, dans le couloir, me disait sur le statut de l'élu, tu n'y arriveras pas. Parce que statut de l'élu, ça veut dire ils vont se servir. En particulier au Sénat, ils vont se voter davantage d'indemnités et autres. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On avait fait venir une délégation, parce que la ville dans laquelle j'habite, j'étais maire, et jumelée avec Vurzelen, on avait fait venir les élus qui expliquaient comment, justement, ils avaient un statut qui leur permettait de vivre correctement. Et on extrapolait en disant, en France, on a de la chance parce qu'il y a très, très, très peu de corruption. Il y a très, très peu d'élus mis en examen compte tenu du nombre. Mais il suffit qu'il y en ait 10 pour que les 500 000 autres soient montrés du doigt. Donc il y a un vrai problème de parole pour les élus et non pas de parole des élus. Le Sénat ne peut pas parler pour les élus. Parce qu'aussitôt que c'est le Sénat, on dit « Ah oui, mais comme ils sont... » Voilà, c'est leurs électeurs. Bref, ce que je reproche aux gouvernants, c'est de ne pas dire à quel point les collectivités locales ne fonctionneront pas sans élus. Ou alors on décide de technocratiser le pays et c'est fini, on met tout à la poubelle. Donc, de la part des gouvernants, alors moi j'ai essayé, mais je n'avais pas la notoriété suffisante sur les radios, les télévisions, etc., pour faire passer le message qu'une collectivité territoriale a besoin d'élus pour fonctionner et de son personnel avec un statut, parce que je crois aux valeurs de la République. Mais je voudrais aussi dire aux élus, parce que vous parliez de la loi. Moi, j'ai un vécu très complexe sur les lois en question. Je mets de côté les régions parce que ça, c'est un truc qui a été fait entre, je sais pas qui a décidé de ça. C'est point. Et donc, mais je connais la loi NOTRe et la métropole, etc. Parce que le président de la République m'a dit, je t'enjoins de voir toutes les associations d'élus. 126 réunions. Et j'étais présente, bien sûr, personnellement. On a vu tout le monde. Mais alors, c'était épuisant. Vous avez les élus des petites villes, les élus des moyennes villes, les élus des grandes villes, les élus des très grandes villes, les élus des villes moyennes, les élus le littoral. Après, vous avez la montagne. Alors, on n'a pas les élus de la plaine. Je me suis toujours demandé pourquoi il n'y avait pas ça. Mais une petite commune, vous disiez 200 habitants ou X habitants, dans l'aire d'une métropole, ou éloigné de tout centre urbain. Ce n'est pas du tout la même chose. Le président de l'Association des petites villes de France, devenu secrétaire d'État fonction publique, expliquait que les petites villes de France, je lui disais, mais attends, petite ville de France, chef-lieu d'un bassin, alors chef-lieu au sens locomotive d'un bassin d'emploi, et petite ville de France, en Île-de-France, dans le Val d'Oise, ou dans le sud de l'Oise, ou le nord de l'Oise, ça n'a rien à voir. Mais du coup, personne ne se mettait d'accord. Alors j'ai essayé après ADF, ARF, AMF, en disant, bon, là, ça a été la fin des fins, puisque les régions disaient, il ne faut pas donner ça au département. Le département disait, les régions veulent nous prendre. Les régions disaient, les intercos nous ont tout pris. Les communes disaient, on n'a plus rien. Bref, à la fin, moi, je me souviens d'une des dernières réunions où je me suis levée en disant, la réforme est impossible. Parce qu'il faut changer les choses. Je pense qu'il faut retrouver ces messages, parce que moi, je suis derrière maintenant, à l'AMF, qu'on discute de tout. Et qu'on ne confie pas aux élus ruraux ceci, aux élus littoraux cela, etc., mais qu'on discute des territoires. C'est la problématique des territoires qu'on n'a pas. Et les fonctionnaires, moi j'en ai souvent rencontré, qui expliquent qu'y compris dans une interco, ils ne sont parfois jamais, parce qu'ils ne sont pas secrétaire général de la commune ou DGS, ils ne sont jamais invités à une réunion sur des projets intercommunaux. Donc il y a une espèce de balancier comme ça qui se passe mal. Donc moi, ces messages, essayer de parler territoire. Et les fonctionnaires, eux, souvent, ont la solution, à condition qu'on les convoque. Je voulais dire ça. Je voulais dire aussi que moi, j'ai senti, nous, on dit marcher, enfin se retrouver dans le Lagen, quoi, on marche sur la vase depuis un moment, parce que, je le dis comme je le pense, la réforme de la taxe d'habitation, donc sa suppression interne, c'est la fin de l'histoire.
Parce que je ne vois pas du tout comment on peut reprendre la réforme de la dotation globale de fonctionnement, puisque la dotation globale de fonctionnement, et vous êtes dans une petite commune et vous, plus proche d'une métropole, était de dire on donne à chacun selon ses besoins. C'est-à-dire qu'on corrige les inégalités. On donne plus à ceux qui ont moins. Oui, mais maintenant, comment on fait pour faire la part entre la dotation et l'impôt? Tout est à refaire. Mais si tout est à refaire, je pense que le service public ne survivra que si on réforme vraiment la dotation globale de fonctionnement, qui a 31 strates qui n'ont rien à voir avec les réalités, et qu'on puisse donner des priorités. Et j'en termine sur l'usager et son ticket. Quand je privatise les transports, je ne fais plus payer peut-être la part par le contribuable, je la fais payer par l'usager. Le vrai débat entre ce qui appartient au contribuable et ce qui appartient dans la dépense à l'usager est un débat de fond. C'est considérons-nous que nous sommes encore dans un pays solidaire dans lequel la personne âgée va payer pour les crèches. C'est tout le débat contribuable-usager. On ne veut plus l'avoir. Il faut l'avoir. On dit on a perdu le sens de l'impôt. Bien évidemment, si chacun paye son ticket, ça n'a plus de sens. Et sur la privatisation, moi j'ai eu cette magnifique expérience et c'est la seule chose pour laquelle je me félicite tout le temps en tant qu'élu local. On s'est répondu à nous-mêmes sur la cuisine centrale. On s'est répondu avec tous les éléments, y compris la visite de l'adjoint au maire en charge. On a répondu à quelques centimes de moins que le premier des privés. Pourquoi? Parce qu'on ne verse pas de dividendes. Et à chaque fois qu'on privatise, on ouvre la porte à l'actionnariat et donc aux dividendes. Et quand vous avez des instituts toujours invités, ils travaillent pour qui? Ils travaillent pour ceux qui recherchent des dividendes. Donc bien évidemment, ils disent privatisation moins chère. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais trouvé la preuve que ça pouvait être vrai. Donc je crois qu'il y a un moment où il va falloir se battre, élus et fonctionnaires ensemble sur ce qu'est l'organisation des territoires et donc l'organisation territoriale de la République, parce que la décentralisation, c'est quand même l'organisation territoriale de la République. Ce n'est pas un nouvel objet. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose de collectif à faire pour qu'on retrouve ce qu'on est en train de perdre, faire des économies partout, baisser les impôts, augmenter les prestations et sur les personnels. Si on veut vraiment que ça coûte rien, on n'a qu'à faire des crèches-garderies avec une seule personne et puis des écrans de télé pour les tout-petits. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de donner une égalité des chances aux enfants, une égalité des possibles. Or, aujourd'hui, compte tenu de cette situation, si tu nais ici ou si tu nais là, j'ai envie de dire, à qualité de famille égale, tu n'as pas les mêmes chances. Donc, la seule égalité des possibles, ce sont les collectivités territoriales qui peuvent l'apporter. Donc, battez-vous pour qu'il y ait une vraie réforme inégalitaire, c'est donner plus à ceux qui ont le moins pour réussir à briser les inégalités territoriales. Parce que moi, je ne crois pas qu'elles soient simplement rurales et urbaines, métropole et pays ruraux. Moi, j'habite une zone rurale, il n'y a pas de métropole. On est assez content que Brest puisse nous envoyer quelques chercheurs pour nous aider sur Emarina ou des choses de ce type. Je crois qu'il y a des territoires qui agglomèrent tout simplement plusieurs collectivités pour rendre du service au public. Et le service public, c'est rendre du service aux concitoyens. Et je pense que si on voulait bien réfléchir ensemble à ça, on a peut-être une chance de casser tous les bashings. Et je vous signale qu'il y avait une exposition qui s'appelait Cliché contre cliché. Elle doit être poussiéreuse dans un couloir de je ne sais pas où, parce que je ne sais pas très bien où est la fonction publique, mais essayez de la récupérer, parce que dans les lycées, par exemple, sur les concours pour la fonction publique, on a vu que dans les lycées, on avait fait cette exposition, on a eu quelques personnes qui sont parties vers l'enseignement supérieur avec l'idée de passer les concours. Donc la beauté du service public, ça existe, quoi. Bien. Moi, je veux juste rebondir 30 secondes sur un des points qu'évoquait Maryse Broche à l'instant. C'est quelque chose qui est la pire des choses qui nous arrive, qui n'est pas encore arrivée, c'est la réforme de la taxe d'habitation. Je ne dis pas la réforme, la suppression de la taxe d'habitation, parce que ça a été présenté comme ça. On n'imagine pas le choc que ça constitue par rapport aux services publics, et notamment aux services publics locaux.
Alors, ce n'est pas la dernière lame, là, parce que quand on parle de lame, en général, le poil, il repousse. Mais là, c'est la pince à épiler, on l'arrache, il ne repoussera plus. Qu'est-ce qui ne repoussera plus? C'est le fait qu'au centre du service public, d'un triangle, je dis toujours qu'il y a le contribuable, l'usager et le citoyen et électeur, parce qu'au bout du bout, c'est lui qui juge si le service qu'on lui apporte, si le programme qu'on lui a proposé a été satisfaisant. Mais ce qui est terrible dans cette réforme, c'est qu'on coupe totalement le lien entre l'usager et le contribuable. Et on voit bien, on revient à mon propos de départ, on ne prend plus en compte que l'usager. L'usager doit payer le service public, ce que disait Maryse Lebranchu tout à l'heure. Mais moi, j'aime pas le mot impôt. Pourtant, j'étais fonctionnaire autrefois de la DGFiP. Je préfère le mot contribution. Je regrette qu'on ne dise pas contribution, plutôt impôt. Parce qu'évidemment, êtes-vous favorable à la suppression d'un impôt? Tout le monde va dire oui. Mais êtes-vous favorable à la suppression d'une contribution? C'est pas pareil. Et demain, qu'est-ce qu'on va avoir dans nos communes? D'ailleurs, d'abord, on sait déjà que l'impôt sur le revenu, selon les territoires, il y a une fraction très faible parfois, ou en tout cas en dessous des 50%, qui payent l'impôt sur le revenu. Mais la taxe d'habitation, si demain elle est supprimée, vous allez voir ce paradoxe que dans certaines communes, et je suis dans une commune où il y a une certaine répartition de plus en plus entre du locatif et des propriétaires, vous allez être locataire d'un duplex, et il y en a chez moi, de 120 mètres carrés, où vous allez payer en moyenne, aujourd'hui, quand on est près de Rennes, assez près de 900 à 1000 euros par mois de loyer. Vous ne contribuerez plus au service public local. Vous allez être retraité, propriétaire de votre maison de 50 mètres carrés que vous avez du mal à financer au bout de 30 ans de travail, qui fait 50 mètres carrés, vous paierez du foncier. Donc vous contribuerez au service public local. C'est ça ce qui nous attend demain. C'est qu'on aura toute une partie de la population qui ne contribuera plus du tout, quels que soient ses revenus, au service public local. Et ça, c'est dramatique. C'est dramatique par rapport à la relation aux citoyens. On effiloche déjà la notion de citoyenneté, on voit comment on a du mal à mobiliser les citoyens, mais demain, on arrive à ça. Il n'y a plus que la notion d'usager, de consommateur. La notion de contributeur, elle va totalement disparaître. Et la relation à l'élu va aussi être différente. Quand vous allez défendre un programme qui est plutôt social, etc., et que vous aurez autour de vous et devant vous des gens qui commenceront à hurler parce qu'ils n'en veulent pas à cet endroit-là, etc., ils seront notamment les propriétaires fonciers là pour vous dire, mais moi, contrairement à tous les autres, là, je paye de l'impôt. Les autres, ils n'en payent plus. Et ça, c'est dramatique par rapport à ce qui nous attend de la relation aux citoyens demain. Merci. Bien, pour terminer de tordre les horaires, on va quand même prendre le temps de répondre à quelques questions, profiter de l'un ou l'autre de nos intervenants. Tout le monde a faim. Là. Bonjour et merci pour toutes ces contributions. Laurent Zam, DGA du CTG 35. Je voulais juste apporter la mienne sur le rapport entre le nombre de fonctionnaires et de contractuels dans la fonction publique territoriale et sur les modes d'entrée. Est-ce qu'on parle de stock ou de flux? Déjà, sur les stocks, il y a toujours eu dans la territoriale, selon que l'on compte en équivalent temps plein ou en personne, 20 ou 30% de contractuels dans nos services. Donc, il y a très peu de variations d'année en année. Avec Philippe, il y a une dizaine d'années, on avait fait une étude sur les emplois précaires en Bretagne. On avait trouvé près de 30%. Il y en a plutôt moins ces dernières années. Sur certains emplois, on recrute plus de contractuels à cause du manque de visibilité pour les politiques publiques, mais ça n'a pas d'effet sur les stocks. Sur les flux maintenant, les fameux tonneaux de pensée qui nous déversent des pensées libérales là, font des amalgames faciles dont je remarque qu'on peut être tous contaminés. La comparaison entre les modes de recrutement de la fonction publique de l'État et de la fonction publique territoriale est inopérante. L'État est un recruteur, donc il peut dire combien de fonctionnaires il recrute par an et combien de contractuels. Dans la territoriale, comme il y a 60 000 employeurs, l'essentiel des recrutements ont lieu entre
ce sont des mobilités. Et la mobilité explose depuis 2-3 ans. Lorsqu'on recrute, on recrute toujours de préférence des gens expérimentés, donc par mutation d'abord. Ensuite, et de plus en plus, je viens de faire, pour préparer l'atelier 2, dont je fais la publicité, une petite étude, le mode de détachement et de passage d'une fonction publique à une autre vient de doubler et tripler ces dernières années. Donc au bout du bout, et ça a toujours été le cas, le mode de recrutement par concours n'est que la variable d'ajustement et correspond à quelques décimales près au départ en retraite. Donc il n'est pas vrai que le mode de recrutement contractuel augmente. Il est stable depuis 30 ans. Il suffit de prendre les chiffres et de les regarder dans le bon sens. Et quand on veut dire que son chien devient contractuel, on dit qu'il a la rage du contrat et on démontre qu'il y a de plus en plus de contractuels. Ce n'est pas le cas. Pour rentrer dans les emplois des collectivités, on rentre certes par contrat. Mais tous ceux qui sont fonctionnaires, et il y en a la même proportion qu'avant, sont par définition, ont satisfait un concours. Et donc, la séparation du grade et de l'emploi, on le vit pleinement. Il n'y a quasiment pas de lauréat de concours sans affectation qui se fait recruter. On recrute, on rentre d'abord par la petite porte et ensuite on est titularisé. Et il ne faut pas faire peur aux candidats. Certes, ne sont reçus que ceux qui se préparent, mais dans la majorité des concours, il n'y a plus qu'un seul écrit de culture générale ou d'études pratiques et un seul oral qui n'est pas un contrôle de connaissances. Donc, certes, il faut se préparer, mais ça n'est pas comme certains qui ont des cheveux blancs qui sont rentrés avec 5 épreuves de concours. C'est quand même beaucoup plus facile. Des concours sont ouverts tous les ans, même si dans chaque grade n'est ouvert que tous les 2 ans, mais on peut rentrer, on peut être titularisé tous les ans. Je vais prendre une dernière info et je libère le micro. J'ai regardé les statistiques du concours de rédacteurs de première classe, puisqu'on s'apprête à le réouvrir là. 75% des lauréats ont été recrutés la première année. 75%. La mesure qui se voulait généreuse d'ouvrir à une 4e année de validité la liste d'aptitude ne sert qu'à 1% des lauréats. Ce qui veut dire que les reçus-collés n'existent pas. Ce qui les manipule, c'est pour arrêter les concours. Voilà. Merci Laurent. Est-ce qu'il y a une question ? Vous avez faim peut-être. Mais nous avons faim de questions dans un premier temps. Bien, s'il n'y a pas de questions, Monsieur le Ministre, puisque vous avez ouvert le débat, je vais vous laisser quelques mots de conclusion. Très rapidement, 2 idées. La première, pour dire mon réconfort de cet échange, ça ne me surprend pas parce que j'en ai d'autres, il y a des précédents. Mais malgré tout, je suis toujours un peu étonné que cette table ronde, et a fortiori cette assemblée, couvre l'ensemble du champ politique existant en France, ou pratiquement. Et nous arrivons à discuter d'une chose pourtant très controversée, qu'est le service public et la fonction publique, d'une manière sereine et constructive, qu'on soit de droite comme de gauche. Et ça, c'est quand même un constat dont on doit se féliciter. C'est un facteur d'unité républicaine dans la contradiction sans doute. Si on approfondissait dossier par dossier, on verrait que probablement on n'est pas d'accord sur tout. Il n'en reste pas moins que nous sommes d'accord sur la convergence vers une certaine conception du service public et de l'intérêt général. Depuis longtemps, je suis les déclarations de M. Philippe Laurent, qui préside le Conseil supérieur de la fonction publique. Nous avons de commun qu'il est maire de Sceaux, et moi j'ai été longtemps conseiller général et sénateur des Hauts-de-Seine. Donc on se connaît, on se suit. Jusqu'à présent, je crois pouvoir dire que je suis capable de signer toutes les déclarations de M. Philippe Laurent. C'est pas rien quand même dans le débat politique que l'on dit quelquefois agressif, mortifère, etc. Non. Il y a des gens pour moi, comme Philippe Laurent,
qui ont un sens de l'intérêt général et du service public qui est identique au mien finalement. Et pourquoi les choses sont ainsi? Elles sont ainsi, à mon avis, parce que nous sommes les uns et les autres héritiers d'une culture forgée par l'histoire. J'attache de l'importance au fait, peut-être que vous pourrez donner d'autres exemples, que le premier statut particulier de la fonction publique territoriale que j'ai trouvé, c'est un statut de tambour public de 1294. Montaigne, à ma connaissance, pour la première fois, parle dans ses essais du service public. La France est sans doute le seul pays qui, à la fin du 19e siècle, a, à travers les travaux de ce qu'on appelait l'école de Bordeaux ou l'école du service public, forgé une théorie qui nous appartient à base de rationalisation et de démocratie, qui fait qu'un service public se définit par une finalité d'intérêt général, par une personne morale de droit public et par une spécificité du droit administratif par rapport au droit du judiciaire. Bon, nous sommes héritiers de ça. Dans le même temps, il y avait la loi municipale. Donc tout ça a été fabriqué dans le même contexte et dans le même débat de fond, et qui trouve aujourd'hui son épanouissement, notamment à travers ce statut fondateur de 1946, qui a parfait la conception qu'on peut appeler conception française du service public, et qui est pour nous une spécificité, notamment en Europe, d'où de grandes difficultés pour essayer de faire converger les attitudes des uns et des autres. Donc je crois à cette vertu du service public et de la fonction publique comme facteur d'unité républicaine, ce qui n'empêche pas le débat, ce qui n'empêche pas la contradiction. Au contraire, lui donne sa légitimité et sa liberté. Et ma deuxième remarque est plus pragmatique, elle s'adresse aux organisateurs. Il y a un grand absent dans cette réunion, c'est le préfet. Ah, il a été invité, mais il n'est pas venu. Mais pourquoi il n'est pas venu? Puisqu'il représente un pouvoir qui se réclame de la majorité des Français. Moi, j'aurais apprécié qu'il y ait quelqu'un qui, représentant la thèse officielle, vienne nous l'exposer et nous permette de réagir. Je crois qu'on aurait pu lui garantir son intégrité physique, car on est déjà... Je ne lui aurais pas garanti son intégrité intellectuelle, parce que je crois que je n'aurais pas désespéré de le convaincre au bout du compte. Merci, Monsieur le Ministre. C'est vrai que très majoritairement, l'État est représenté par le préfet des Côtes-d'Armor. Merci à nos 6 intervenants pour leurs explications, interventions, et nous poursuivons par un cocktail déjeunatoire.